Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Libre en Périgord. On est en direct de 8h à 9h avec Lola, Yann et Émilie. Comment ça va tout le monde ? Moi ça va super. Nickel. Ok, super. Si vous avez l'impression que pour arriver à vendredi soir, il faudra attendre encore 3 ans, vous inquiétez pas, pour nous c'est pareil. Bon alors mesdames, c'est quoi le programme de ce matin ? Alors on commence cette heure avec la Maison des Femmes. Si ça vous intrigue, restez avec nous. Les archives départementales ont en cours une exposition sur les enjeux du devoir de mémoire de la ligne de démarcation qui traversait la Dordogne. On continue avec un artiste breton, Joanne Poncet. Il a sorti le tome 2 de sa BD et on en découvre un peu plus dans un instant. Pendant cette heure en direct, nous recevons également une invitée, Émilie Hamp, spécialiste des questions qui concernent le burn-out. Restez avec nous pour en savoir plus. Et évidemment, comme d'habitude, plein d'autres surprises sont à venir. La Maison des Femmes de Dordogne est un lieu dédié à l'accueil, aux soins et à l'accompagnement des femmes victimes de tout type de violences physiques, verbales, psychologiques, sexuelles ou administratives. C'est un espace confidentiel, inconditionnel et sécurisé. Nous avons rencontré l'équipe pluridisciplinaire qui accueille les femmes justement et qui accompagne toutes ces victimes. Et selon les besoins, elle coordonne les soins et les démarches juridiques, judiciaires et sociales en lien avec les partenaires locaux. Vous que vous êtes au premier contact dès que la sonnette sonne au téléphone. Comment ça se passe en général ? Alors, les personnes, soit elles sonnent à la porte ou elles téléphonent. Je prends quelques éléments pour constituer un recueil médical et pour prévoir éventuellement en fonction de la situation un premier rendez-vous d'inclusion avec Sylvie pour voir si la personne peut rentrer dans la prise en charge de la Maison des Femmes. Cette première écoute, en fait, est fondamentale. Alors déjà, on voit les critères de dangerosité de la situation. Ça, c'est vraiment important. Et la réassurance des personnes, bien leur faire formaliser sans être intrusif. Et en fonction de ça, on peut les recevoir, si on peut, dans la journée, si elles ne sont pas trop éloignées. Là aussi, ça a été une découverte. Les gens viennent de tout le territoire. On a vraiment des gens qui dépassent les 40-50 kilomètres. Donc, il y a un réel besoin d'écoute. Et en fonction de ça, donc on fixe le premier rendez-vous, c'est ce que disait Myriam à l'instant, d'inclusion. Et très vite après, ça s'enchaîne assez vite. On va à 3 avec l'assistante sociale, donc la psychologue et moi-même, faire vraiment une synthèse de la situation médico-psychosociale. Parce que souvent, il y a un problème de logement, un problème de finances, de mise à l'abri. On réoriente pour tout ce qui est juridique. On peut avoir une prise en compte vraiment sanitaire. S'il y a des agressions ou des abus sexuels, il peut y avoir aussi des constats. Donc on travaille avec des services en parallèle. Et au niveau du psychotrauma, on peut faire le lien aussi avec des services de psychiatrie ou avec des psychologues qui sont aussi bien en ville. Et le temps, j'allais dire, de passation en fait des thérapeutiques, eh bien la psychologue chez nous peut tout à fait initier un premier suivi pour sécuriser un peu. Et nous, l'objectif, c'est quand même d'amener ces femmes vers des ateliers d'éducation thérapeutique qui permettent la réassurance, l'estime de soi, la gestion des émotions, et après des ateliers qui sont plus, on va dire, informatifs aussi, sur le consentement, sur le dépôt de plainte, et on est en train de finaliser, de construire, et il y aura aussi des ateliers vraiment informatifs beaucoup plus différents en fonction des situations. Sur la parentalité, par exemple, ça peut être aussi sur des besoins du quotidien. On prend en compte, il faut le savoir aussi, parce qu'on a aussi une tranche d'âge là, qu'on a découverte avec l'ouverture. On a beaucoup de femmes au-delà de 40 ans. Et on a des jeunes femmes aussi, ou là, qui peuvent avoir des enfants en bas âge ou des ados. Et
les enfants sont considérés comme des co-victimes de ces violences. Et là, on peut être amené à retravailler le lien avec l'unité d'aide à l'enfance au niveau de la pédiatrie, de l'enfance en danger au niveau de la pédiatrie, pour justement désamorcer des situations et faire prendre conscience des dangers de la violence sur des enfants. Thomas Hermel est photographe et Cyril Lafont est cinéaste. Ils étaient au micro de Simon Mézières pour présenter l'exposition de Thomas Hermel aux archives départementales de la Dordogne. Cyril et moi, on se connaît depuis la fac. On a fait beaucoup de projets ensemble et les problématiques mémorielles sont au cœur de notre démarche et de nos questionnements. Pour ma part, moi je viens de la région Alsace. J'ai grandi dans un village qui était en dessous d'un champ de bataille de la Grande Guerre, le Hartmannswillerkopf ou le Vieil-Armand. Et ce village a été détruit pendant la Première Guerre mondiale, a été reconstruit. Du coup, il y a une histoire familiale liée à ce traumatisme. J'en ai fait un documentaire pour France 3 en 2015. Oui, tout à fait. Et ces problématiques mémorielles sont au cœur de ma démarche aussi photographique. J'ai voulu mon œil est exercé à observer dans les paysages des tranchées, des traces de la Seconde Guerre mondiale. La ligne de démarcation, cette ancienne frontière, par définition, il n'y a plus de traces. Et le point de départ, c'est un petit peu d'explorer la mémoire et les traces de quelque chose qui potentiellement n'existe plus aujourd'hui. Donc il y a toute une démarche d'enquête, de recherche de cette ligne. C'était ça un peu le point de départ. On a fait un week-end ensemble du côté de Tours pour tiens, il y a la ligne qui passe, on va voir. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un projet et on est parti. Donc moi, je me suis concentré sur la photo et Cyril plus sur la vidéo. Cyril Lafont, est-ce que vous pouvez nous dire aussi où est-ce que passe cette ligne de démarcation pour que les auditeurs se mettent aussi en perspective quand ils passeront dans ces endroits-là en randonnée ou en balade? Alors la ligne de démarcation, elle fait 1200 km, elle traverse 13 départements et elle part du Pays Basque à Arnegui, à la frontière espagnole, jusqu'à la frontière suisse. Donc en traversant les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde, la Dordogne, la Charente et ainsi de suite. Et en Dordogne, en fait, elle arrive de Charente à La Rocheboucauld et Argentine, puis elle continue vers Verteillac, Ribérac, Échourgnac, Montpont, Montpérou, et enfin elle rentre en Gironde à Castillon. Oui, dans toute la région de la Double. Et donc vous avez prévu un documentaire à partir de toutes ces infos. En fait, moi je viens effectivement, je suis réalisateur de films documentaires. Et on s'est retrouvé avec Thomas sur des problématiques mémorielles qui me passionnent aussi. Et moi j'ai une histoire personnelle par rapport à la ligne de démarcation, c'est-à-dire que ma grand-mère a essayé de passer la ligne à Saint-Macaire en Gironde, et avec l'aide d'une passeuse. Et elles ont été dénoncées et conduites à la Gestapo et interrogées. Et heureusement, elles ont pu, alors là c'est pas très clair, elles ont établi un code entre elles, je ne sais pas exactement lequel, mais elles avaient établi un code qui leur a permis d'avoir la même version et de sortir, de ne pas donner de preuves de passage de la ligne aux Allemands qui les ont laissés sortir, même s'ils étaient persuadés qu'elles avaient voulu traverser. Et puis, donc c'est cette histoire personnelle qui m'accompagne par rapport à ce projet sur la ligne de démarcation. Et parallèlement, quasiment à la même période, en 2018-2019, j'ai commencé à travailler sur un film documentaire sur Chypre, sur les réfugiés de l'invasion de 1974, invasion par la Turquie, et donc sur la ligne de démarcation, une ligne à Chypre qui s'appelle aussi la ligne verte, la Green Line, et qui coupe le pays en deux. Donc c'est vraiment quelque chose qui me travaille. Et pour l'exposition aux archives départementales, effectivement, vous pourrez voir 3 films. 2 films que j'ai appelés diptyques parce que tournés à 2 caméras. Et un est consacré à un ancien passeur qui a maintenant 94-95 ans, à Saône-Navaille dans les Pyrénées-Atlantiques, et qui revient, je retourne avec lui sur les lieux où il faisait passer la ligne à travers champs. Il nous raconte comment il faisait passer des gens, des marchandises, lorsqu'il avait 13 ans, avec son frère.
Et puis un autre film est consacré, documentaire aussi, à la fille d'une rescapée juive qui retourne dans la gare de Roumazières en Charente pour essayer de localiser précisément les lieux, les endroits où sa mère a passé la ligne avec la complicité d'un cheminot qui l'a caché dans le charbon de la locomotive. Donc voilà 2 films que vous pouvez voir et un troisième dans un module de l'exposition qu'on appelait le bureau de l'archéologue du présent, bureau d'historien, qui est un film sur un album d'un douanier allemand, un album photo, qui appartient à l'historien Patrice Rolly, historien en Dordogne, qui a notamment écrit un livre sur la ligne de démarcation en Dordogne, et qui explique à Thomas, qui discute avec Thomas des différentes photos contenues dans cet album, et c'est un témoignage assez fascinant sur la vision d'un conquérant qui se met en scène sur les barricades des points de passage de la ligne, voilà, et sur la vie quotidienne tout simplement de cette période. Et on rappelle que cette exposition est disponible jusqu'au 20 septembre. Et tout de suite, on écoute une musique, Tina et son titre « L'heure a sonné ». Douche baise, cette douce mélodie en inceste très smooth. Dis-leur ce soir, ton est très mousse-toi. Je te le dis, derrière le parapluie, tu épouses bien le noir. Aux 20h, il nous demande de sortir les violons. Mon pote devenu borne, c'est ça qui est violent. Véhiculant la culture du viol à foison. Après ça s'étonne de nos airs d'insolence. C'est le vacarme chez les gens d'en bas. Hey. Dans les bars tous les soirs, on parle de coalition. Dans le noir, tu nous penses sans espoir, mais égare à la révolution. Babacar et Traoré, les Maasai pour te mater viennent ce soir pour te hanter. Laisse pas traîner ton fils, la France n'aura pas éduqué ses flics. La vraie racaille on la connaît, ils voudraient qu'on capitule. Jamais, le service du capital, jamais. Des sévices dans les cellules, ouais je sais. Némésis là dans ma plume, j'essaye. Un AK bien mérité pour un AK dans la teuté comme un contrôle qu'a thérapé. Je te le dis dans mon rappé, 13-12, l'heure a sonné. 13-12, l'heure a sonné. Soldat, tu ne les tueras pas. Soldat, tu ne les tueras pas. Soldat, nos idées tu ne tueras pas. On refait pas le monde avec des si, on en fait des chansons. Le rempart restera notre peura. Tant que le fascisme et la peur régneront, on s'invente des possibles, on s'autorise à rêver. Marcheurs noirs contre ceux qui nous dominent. En ZAD, en squat, en zone autogérée. Prends garde, winter is coming. Soldat, tu ne les tueras pas. Soldat, tu ne les tueras pas. Nos stylos contre tes armes, prends garde. Ôte donc tes œillères, regarde comme tu adhères et incarnes la misère autoritaire d'un état qui se veut père. Je m'adresse ici à ton institution. Bien sûr qu'il y en a des biens, mais les chats ne font pas des chiens. Dans cette asphyxie de lacrymo, j'y cerne rien. Donc c'est au bras zéro que j'enflamme le barrio. Hey, mais sans eux on ferait quoi? Commençons par éduquer nos gamins, politique de prévention. J'ai trouvé Eureka, abolition de l'État. Préparer la vendetta, y'aura plus qu'à. Hey, hey, abolition de l'État. Oui j'ai trouvé Eureka. Charger les Beretta pour préparer la vendetta. Abolition de l'État. Oui j'ai trouvé Eureka. Charger les Beretta pour préparer la vendetta. Abolition de l'État. Oui j'ai trouvé Eureka. Charger les Beretta pour préparer la vendetta. Aujourd'hui sur RLP, nous recevons un breton. Johan Poncet, vous êtes dessinateur de bande dessinée jeunesse. Votre BD s'appelle Soldats de fable et vous avez sorti le tome 2 là, tout récemment. Ça s'appelle Les Elfes de Lune. Comment ça va, Johan ? Très bien, merci de m'accueillir. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre BD ? Oui, bien sûr. Alors, pour ce qui est du tome 1, on découvre un groupe de soldats dans une époque médiévale fantastique qui est chargé de protéger un village. Et il se trouve que dans la forêt à proximité habitent des trolls.
et ils vont être attirés par l'odeur de saucisses grillées. Donc la mission de ces soldats va être de protéger le village à tout prix. Et le problème, c'est que certains de ces soldats sont pas forcément très expérimentés et ils vont faire de leur mieux avec les compétences qu'ils ont, qui a un ton un petit peu décalé, un petit peu humoristique. On voit cette équipe un petit peu se former, quoi. Et dans le tome 2, on suit la même équipe, le même groupe de soldats, et l'un d'entre eux commence à avoir des rêves étranges, avoir une figure dans ses rêves. En plus de ça, il y a une mystérieuse attaque sur un village voisin, et on n'arrive pas forcément tout de suite à comprendre qu'est-ce qui connecte tout ça, mais il semblerait que des elfes soient impliqués, des elfes de lune. Donc on va les voir essayer de résoudre cette enquête, alors que le reste de l'armée et leurs supérieurs vont pas toujours dans leur sens. Comment ça vous est venu cette inspiration pour créer votre BD ? Alors l'inspiration pour cette BD, c'est assez particulier, ça m'est venu d'un jeu de rôle que j'ai fait avec des amis pendant plusieurs années. Pour ceux qui ne connaissent pas un jeu de rôle, il y a un maître du jeu qui vient poser le décor, décrire des scènes, orienter un petit peu un scénario, et les joueurs autour de la table, eux, prennent des décisions par rapport à ce qu'il leur est présenté, tirent des dés quand c'est nécessaire, et écrivent l'histoire en fait, tous ensemble. Après de nombreuses sessions, j'ai trouvé que l'histoire était vraiment intéressante, les personnages étaient attachants, il y avait des moments où on rigolait, d'autres moments où on était triste, il y avait un petit peu de drame, et j'ai voulu retranscrire ça au début, juste format très simple, juste les gags sous format de 3 cases très rapide. Et ensuite, ça a pris de l'ampleur. Je me suis dit pourquoi pas adapter l'entièreté de notre première session, et de fil en aiguille, c'est devenu voilà une vraie ambition de faire une série inspirée de ce jeu de rôle. Comment vous trouvez votre inspiration en général ? Alors en général, je trouve mon inspiration dans ce que je vais lire, de ce que je vais regarder comme série, comme film. Elle vient un peu de l'extérieur. Et donc des fois c'est conscient, des fois c'est inconscient. Il y a toujours des choses parmi les créations d'autres artistes qui vont inspirer mon travail. Par exemple, à l'origine, c'était un jeu de rôle du donjon de Nilebuck de John Lang, et qui est empli d'humour, de ce ton décalé, de ce côté parodique. Et il y a beaucoup d'ingrédients qui sont transférés, qui se retrouvent dans cette BD que j'ai faite. Mais j'essaie de trouver mes propres blagues, d'avoir mon propre univers, et de pas copier juste tout simplement le travail de l'auteur. Est-ce que c'est une BD jeunesse ou est-ce qu'il y a aussi des grands enfants qui viennent vous acheter vos BD ? Je pense qu'il y a des gens de tous âges qui peuvent être intéressés. C'est vrai que le scénario, l'univers un petit peu magique et fantastique va très bien correspondre à un public jeunesse. Ils vont vraiment y trouver leur compte, mais en même temps je pense aussi que des personnes un petit peu plus âgées, mais fans de fantastique, fans du Seigneur des Anneaux, fans de jeux de rôle, vont trouver des références, vont trouver des repères qui leur sont familiers, et je pense que ça peut tout à fait leur convenir aussi. C'est quoi votre processus de création ? Alors, mon processus de création, il commence sur papier. Je vais travailler avec un carnet, je vais faire des recherches graphiques pour mes personnages, mes environnements, les points clés de l'histoire potentiellement, et je vais surtout travailler le découpage, donc c'est-à-dire me représenter les cases avec les personnages très brièvement visibles, qui dialoguent et qui interagissent. Et une fois que j'ai cette structure, c'est là où je vais prendre en photo mes brouillons pour les retravailler un peu une seconde fois en digital. Donc là, j'ai moyen de bouger les cases, de faire des ajustements, de changer des dialogues. Une fois que je suis satisfait, là je passe au propre, où ça va être intéressant de bien dessiner cette fois, d'aller en détail pour que toutes les lignes fassent sens, que tout soit clair. Et par-dessus ça, on rajoute la lumière, les ombres, la couleur, pour avoir un produit quasiment fini. Il suffit juste ensuite d'envoyer tout ça à l'imprimeur pour recevoir la BD. Dans quelles conditions vous dessinez ? Comment vous vous mettez à dessiner ? Est-ce que ça vous vient tout de suite ? Ça va dépendre. J'ai le sentiment qu'il y a des périodes où je suis plus efficace que d'autres. Des fois, l'inspiration vient comme ça. Ça peut être des choses que j'ai en tête depuis longtemps. Je sais quelle scène je veux dans cette BD, à ce moment-là précis. C'est juste une question de où est-ce qu'on place la caméra, entre guillemets. Donc, on choisit un petit peu
où vont être situés les personnages sur cette fameuse case. Et c'est peut-être là où c'est un petit peu plus long. Et alors, vos futurs projets, qu'est-ce que c'est ? Alors, mes futurs projets, ça va surtout être le tome 3 de Soldats de Fable, que j'ai très très hâte de partager. J'ai commencé à travailler dessus et donc il va conclure beaucoup d'intrigues qui sont lancées dans les 2 premiers tomes et peut-être marquer la fin de cette petite trilogie. Je verrai si j'ai envie de l'emmener plus loin ou si je vais me tourner vers d'autres bandes dessinées avec d'autres personnages, de nouveaux univers. Mais voilà, pour le moment où j'en suis. Et merci beaucoup Lola pour cette interview, j'ai beaucoup apprécié être là. Et si jamais vous voulez retrouver ma bande dessinée, il y a une boutique en ligne qui s'appelle soldatdefable.com avec un S à soldat et un S à fable. Vous pouvez y commander les 2 premiers albums. Merci Johan, c'était un plaisir partagé. Vous pouvez retrouver ces BD également chez Bullivore et Délivrez-nous à Périgueux, donc foncez. Soldats de Fable, c'est déjà un succès auprès des Bretons, donc on espère qu'elle vous plaira aussi en Dordogne. On poursuit cette matinale avec votre horoscope quotidien. Emma, qu'attend les béliers aujourd'hui pour commencer ? Les béliers, aujourd'hui votre motivation est au top, mais votre impatience pourrait rendre tout le monde un petit peu, nerveux. Respirez, prenez un café ou un thé si vous préférez la zen attitude et laissez-vous un peu de temps pour apprécier le voyage plutôt que d'arriver à destination tout de suite. À moins que votre destination soit la sieste, là on vous soutient à fond. Taureau, vous êtes dans une phase de confort. Mais n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort du coup, même si cela signifie essayer un nouveau restaurant ou changer de trajet pour le travail. Le changement pourrait vous surprendre agréablement. Et entre nous, une petite douceur en fin de journée, ça ne ferait pas de mal. Les Gémeaux, votre talent pour les discussions est au sommet, mais veillez à ne pas partir dans des débats interminables sur des sujets comme le chocolat chaud, c'est un dessert ou un goûter ? Prenez du recul et laissez place à des échanges plus légers. Un peu de détente ne vous fera pas de tort. Bon, alors moi je veux bien participer au débat dessert ou goûter, il n'y a pas de problème. On continue avec les cancers. Votre intuition est particulièrement aiguisée aujourd'hui, mais n'en faites pas trop. Ne vous laissez pas emporter par des scénarios catastrophiques qui n'arriveront probablement jamais. Utilisez plutôt ce 6e sens pour repérer un bon endroit pour déjeuner. Votre estomac vous remerciera. Les lions, si vous avez envie de briller aujourd'hui, allez-y. Cependant, veillez à ne pas trop éblouir votre entourage. Vous pourriez finir par être la star des selfies. Soyez brillant, mais sans faire de l'ombre aux autres. Le juste milieu, c'est votre terrain de jeu. Vierge, vous vous sentez particulièrement organisé, mais ne soyez pas trop dur avec vous-même si tout ne se passe pas comme prévu. Parfois, un peu de chaos est nécessaire pour laisser place à la créativité. Vous avez le droit de lâcher prise de temps en temps. Les balances, les échanges seront particulièrement animés aujourd'hui, mais veillez à ne pas flirter avec l'ambiguïté. Votre charme naturel pourrait vous entraîner dans des situations où il est difficile de savoir si vous êtes en train de discuter ou de négocier un accord avec un extraterrestre. Restez clair et simple. Les scorpions, votre instinct est plus affûté que jamais et vous pourriez vous retrouver à analyser chaque détail de la journée. Attention à ne pas trop pousser les gens à vous confier leurs secrets. Votre sens de l'observation est redoutable, mais gardez un peu de mystère pour vous aussi. Les sagittaires, l'envie d'aventure vous titille et aujourd'hui vous pourrez être le jour où vous lancez un projet impulsif. Que ce soit un voyage imprévu ou un changement de décor radical, suivez votre instinct. Mais assurez-vous d'avoir pris un sandwich avant de partir, au cas où l'aventure serait un peu plus longue que prévu. Capricorne, aujourd'hui, vous vous sentez plutôt sérieux, mais ne perdez pas votre sens de l'humour. Même dans les moments les plus business, une petite touche de légèreté pourrait faire des merveilles. Rappelez-vous, même les grandes choses se construisent parfois avec un sourire. Écoutez, je penserais à faire des blagues. Les Verseaux, votre créativité est à son summum et vous pourriez avoir des idées incroyablement novatrices. Cependant, veillez à ne pas trop perturber votre entourage avec des projets qui semblent tout droit sortis d'un autre univers. Gardez un pied dans la réalité même si l'autre veut voyager vers la Lune.
On continue avec les poissons. Votre monde intérieur est un véritable royaume de rêve aujourd'hui. Cela pourrait vous pousser à vous perdre dans des pensées idéalisées. Rappelez-vous de revenir au présent de temps en temps, mais n'hésitez pas à vous accorder une petite évasion mentale. Votre esprit est aussi important que vos pieds sur terre. Et vous, c'est quoi votre signe? Alors Yann, c'est quoi ton signe astro? Alors moi, je suis Balance. Du coup, l'indécision, même si j'y crois pas trop, mais l'indécision fait partie de moi. J'ai beaucoup de mal, même si ma partenaire, elle est Taureau, donc du coup, elle fonce. Et en fait, on est deux indécis de ouf. Ah, wow. Du coup, c'est assez bluffant de voir les signes, les caractéristiques, quoi. Ouais, oui. Et donc toi, Lola, tu es Capricorne. Ouais, mais ça me correspond bien, je suis très très carrée. Alors, quels sont les attributs du Capricorne? Les qualités, surtout les qualités, presque que des qualités. On est très carré, un peu trop carré. Après, je suis quand même une grosse stressée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, c'est la première fois que je fais la technique quand même, on va pas se mentir. Félicitations, Lola. Mais oui. Donc ça reste carré et à l'intérieur, je décède de peur en fait. D'accord. Et les petits défauts, est-ce que, par exemple... Je vois pas là comme ça. Ouais. Tout est carré à fond. Et toi, Emma? Moi, je suis Gémeaux, et alors on dit souvent que je suis créative, artistique, passionnée, talentueuse. Waouh. Ok, non, mais du coup, on dit souvent que oui, j'ai pas trop les pieds sur terre, je crois, et que je passe partout. Donc voilà, ça peut être un peu déstabilisant pour les gens, mais bon... Je sais pas. Si jamais vous voulez nous dire votre signe astrologique, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur nos réseaux sociaux et Instagram. On vous lira. Restez avec nous car notre invité est arrivé. Nous allons parler prévention, burn-out et santé mentale. Mais avant, on écoute Claire Aberlenck avec Use Me. It's true, you really do abuse me. Yeah. You get in a crowd of high-class people that were all ran rude to me. But I said, baby, when you love me, I can't get enough. I know, wanna spread the news with real gig on getting used. You
just keep on using me. They keep on using me until you use me up. Baby, 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 until you use me up. No, 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 till you use me up. Baby, 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 until you use me up. Baby, 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 until you use me. Notre invitée du jour est là, Émilie. Vous faites de la prévention et de l'accompagnement de l'épuisement, ce qu'on appelle le burn-out. Vous êtes située en Dordogne et plus précisément, vous accompagnez les femmes périgourdines dans l'épuisement et dans la reconstruction après l'épuisement. C'est quoi exactement un burn-out ? Grande question. Alors, je ne vais pas vous sortir les grandes théories ou les définitions, on va dire, scientifiques, psychologiques. Je vais essayer de vous le vulgariser de manière simple. En fait, un épuisement, c'est quelque chose qui s'installe dans le temps, déjà. Ça ne se passe pas du jour au lendemain. Et c'est lié, en fait, à une dérégulation de notre système nerveux qui, à un moment donné, au regard, on va dire, d'événements stressants, d'une intensité, d'une fréquence, d'une durée, engendre, en fait, un processus d'épuisement. Et donc, on est fatigué, ça s'accumule, on ne régule pas, on ne recharge pas. Et donc, à un moment donné, on a l'effondrement, si on n'agit pas, bien sûr, pendant ce processus. Je pourrais aussi vous l'imager un peu comme, on va dire... comme une balance, en fait. Vous savez, vous avez d'un côté vos ressources, de l'autre côté, on va dire, votre dépense. Et puis, à un moment donné, en fait, vous dépensez, comme votre compte bancaire. Et vous ne rechargez pas votre compte bancaire et à un moment donné, vous êtes dans le rouge. Et donc, c'est ce qu'on appelle aussi une dette de fatigue. D'accord. C'est très bien imagé, en tout cas. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les premiers signes d'un burn-out, les tout premiers qu'on pourrait sentir Alors, il y a différents... Il y a différents signes, symptômes. En général, ils sont plutôt des symptômes physiques. On va avoir mal au dos, à la tête, voilà, mais ça peut se manifester de manière très différente. En fait, en signes, on retrouve des signes, ce qu'on appelle cognitifs, c'est-à-dire, par exemple, une perte de concentration, des pertes de mémoire, de l'irritabilité, etc. On retrouve des signes émotionnels, c'est-à-dire une émotion qui est de plus en plus présente, quelqu'un qui va de plus en plus pleurer, par exemple, ou encore des signes physiques, comme j'ai pu vous les citer, en fait. Et en fonction des individus, c'est très variable, d'où la difficulté aussi des diagnostics aujourd'hui, en fait, sur l'épuisement, qu'on diagnostique souvent comme une dépression, alors que c'est un épuisement. Ok, donc il y a souvent un mauvais diagnostic. Et oui, justement, comment, après que la personne ait constaté tous des signes de mal-être, où est-ce qu'elle va pour éventuellement se faire diagnostiquer ? Alors, la personne qui diagnostique, en fait, c'est le médecin ou le psychiatre, mais en général, on place plutôt par son médecin traitant. Quelqu'un qui peut réorienter, ce serait un ou une psychologue également, ou des personnes effectivement intervenants de prévention qui maîtrisent le sujet, qui peuvent réorienter vers un professionnel qui fait le diagnostic. En tout cas, la personne qui fait le diagnostic, c'est un médecin. Et la première personne à qui on doit en parler, si ça va pas, c'est un médecin donc. C'est un médecin ou quelqu'un qui est en psycho, ou quelqu'un qui maîtrise le sujet, quoi. Après. Individuellement, c'est difficile en fait de s'autodiagnostiquer en épuisement. En général, on se dit c'est bon, je suis fatiguée, ça va passer, je vais prendre une semaine de vacances. Mais non, en fait, ça marche pas comme ça. Et donc, en général, on voit pas trop les signes en fait. Oui, et justement, en fait, on peut les voir chez un proche plus que chez nous. Oui. Donc, si on voit un proche dans cette situation, nous, on peut alerter quelqu'un, on peut faire quelque chose ? Vous pouvez lui dire, effectivement, en lui disant que déjà, vous vous inquiétez pour elle ou pour lui, et que vous constatez qu'il est de plus en plus fatigué, de plus en plus irritable. La notion aussi d'être, par exemple, dans une soirée ou dans un repas de famille et que vous le sentez qu'il n'est pas là. Il est là physiquement, mais pas là mentalement. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la dissociation ? Alors, la dissociation est un peu différente de ça, en fait. Là, on est plutôt avec une forme un petit peu de stress traumatique. Donc, c'est un peu différent.
Ok, donc c'est quelqu'un qui serait absent dans ses pensées. Ok. Vous accompagnez principalement des femmes, c'est ça ? Alors, essentiellement des femmes, mais pas que. J'accompagne en fait de l'adolescence à l'âge post-retraite. J'ai essentiellement effectivement un public féminin parce que ce sont les femmes qui sont essentiellement touchées en fait par le syndrome d'épuisement. Ok, oui. Pourquoi on constate une majorité de femmes touchées par le burn-out ? Alors, ça, sans rentrer dans tout la sociologie, etc., la femme, en fait, a accumulé, de par l'histoire, on va dire une charge familiale, une charge mentale et aussi, aujourd'hui, une charge professionnelle, en fait. Et du coup, cette accumulation-là fait qu'elles sont plus touchées. D'accord, donc c'est... Dans tous les cas, par exemple, le baromètre de santé mentale du cabinet de conseil en ressources humaines Cali Social de janvier 2025, il affichait qu'un quart des 3000 salariés interrogés se déclaraient en mauvaise santé mentale. Donc c'est quand même un chiffre assez important. C'est bien plus important donc, chez les femmes. Est-ce que ces femmes-là... sont au courant de ça, les femmes qui viennent vous voir, pourquoi elles viennent vous voir, comment ça se passe votre accompagnement ? Ça fait 3 questions en une, bon courage. Merci. Alors, elles viennent me voir effectivement, alors soit parce qu'elles ont identifié que ça n'allait pas trop et on leur a parlé effectivement de burn-out, d'épuisement. Moi, je parle d'épuisement parce que le burn-out n'est que professionnel. Ou alors, elles viennent me voir parce que quelqu'un leur a parlé de moi, mais sans forcément trop dire ce que je faisais. Et après, il y a quand même aussi une partie qui ne vient pas parce que la peur d'eux, ou penser que, en fait, nous, on ne peut pas être touchés par ça, c'est pas possible. Et j'ai vu qu'il existait également des groupes de parole autour du burn-out. Exactement. Vous les organisez également ? Oui. Effectivement, j'interviens à différents champs, que ce soit au niveau particulier ou au niveau des structures. Et au niveau des particuliers, effectivement, je mets en place des groupes de parole et des ateliers dédiés aujourd'hui aux femmes. J'ai la volonté à terme de faire aussi pour les hommes, mais voilà. Après, c'est des questions de temps. Oui. Et c'est combien de personnes à peu près dans un groupe de parole ? Je ne vais pas au-delà de 10. Le mieux, c'est plutôt un groupe de 8. Parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir un groupe où on se sent dans une forme de cocon pour pouvoir partager, échanger. Et un axe qui est très fort chez moi, c'est le côté humain. Et je veux garder, en tout cas, dans ce que je fais, ce côté humain, proximité. Et quand on est en masse, on le perd. Et est-ce qu'il reste de la place ? C'est pas forcément pour moi, mais c'est pour les auditeurs. Est-ce qu'il reste de la place encore ? Comment ça se passe ? Oui, il y a de la place. Alors, comment ça se passe ? C'est tout simplement adresser un mail à contact@elan-se.fr en manifestant en fait votre intérêt pour pouvoir participer à un groupe de parole ou autre. Et à ce moment-là, moi, je vous recontacte pour qu'on puisse faire le point. L'idée... c'est que ce soit vraiment dédié à des personnes qui sont en épuisement. Oui. Et justement, vous parlez d'épuisement. Qu'est-ce qu'une personne peut mettre en place dans sa vie de tous les jours pour pallier à cet épuisement ? Prendre soin d'elle. Alors, comment on fait, vous allez me dire ? Oui. En fait, c'est une forme de... J'aime pas trop le mot, mais je vais le dire quand même, de rituel, si vous voulez. De prendre soin, en fait, de sa santé mentale. On prend soin de son physique parce qu'on va aller faire du sport, on va courir, etc. On va faire attention à son alimentation. Mais on prend pas soin de sa santé mentale. Et en fait... ça ne dure pas énormément par jour, 5 minutes par jour, ça peut suffire, mais ça c'est super important. Et donc juste avoir un temps déjà avec soi. 5 minutes par jour, ce serait quoi à peu près ? Ce serait comme une sorte de la méditation, du sport Oui, alors après chacun va trouver ses ressources, mais effectivement, alors le sport non, puisque en fait le sport vient prendre de l'énergie et donc creuser la dette de fatigue. Et rajouter une injonction. Voilà, c'est ça. Alors qu'en fait c'est vraiment se poser. La méditation effectivement peut être une des options, mais ça peut être aussi de la respiration particulière, parce qu'on respire par le nez, pas par la bouche.
Ça peut être d'autres systèmes reliés au corps. Voilà. Quand vous accompagnez des femmes, est-ce que vous les accompagnez pendant longtemps ? Est-ce que c'est un accompagnement sur plusieurs mois ? Alors, il y a différents parcours. Je vais vous parler plutôt du premier, qui est un parcours socle, sur lequel je suis certifiée habilitée parce que ça a été développé par un médecin. Le parcours dure à peu près 3-4 mois. En 3-4 mois, on a vraiment des résultats positifs, puisqu'en fait, on vient faire un premier positionnement de la personne par rapport aux facteurs de risque. Au départ, on fait le parcours et à la fin, on repositionne la personne sur les facteurs de risque. Et à la fin, en fait, elle a une image de avant-après. Vous savez, comme en déco, quand on fait avant-après, là, c'est un peu pareil. Et donc, on voit vraiment des résultats positifs en fonction des facteurs qui sont touchés. Du coup, vous dites 3-4 fois, 3 ou 4 mois, ouais. le temps de l'accompagnement. Et c'est quoi ? C'est plutôt une fois par semaine ? On est plutôt une fois tous les 15 jours, en sachant que je donne du travail entre les deux, mais avec toute la bienveillance aussi, et en fonction du niveau où la personne elle est aussi. On n'avance pas de la même façon. C'est important. Donc, en fait, on a un parcours, moi j'appelle ce parcours socle, mais qui est aussi hyper personnalisé en fonction du bilan initial qui est fait. Je précise que Émilie nous dit qu'elle donne du travail entre les deux, puisque nous avons 2 animateurs qui ont un micro pour 2 et que du coup c'est très cocasse, on doit se pencher. Elle ne vous offre pas du travail. Je tiens à le préciser. Est-ce que... Oui. Non, mais... Merci Émilie pour toutes ces informations précieuses. Ouais, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez redire à nos auditeurs où est-ce qu'on peut vous trouver ? Alors, Élan, c'est basé à Périgueux. Après, je navigue sur toute la Dordogne et les territoires aussi limitrophes. Donc, j'ai envie de dire que je suis un peu mobile en fonction des situations et des besoins. J'ai cette capacité d'agilité, on va dire. Ok. Merci beaucoup, Émilie. Merci. C'est la journée des Émilie. Entre notre animatrice qui s'appelle Émilie, notre invitée qui s'appelle Émilie. Donc, on va écouter une accordéoniste et chanteuse qui s'appelle Émilie Cadiou, originaire de Bergerac. Elle explore des univers variés, engagés. Et si je puis me permettre, avec une touche d'humour bien placée, Émilie Cadiou en live avec La Chèvre Araignée sur RLP. Fabrique des hybrides volontaires. Lui, l'humain, se fait l'inventeur d'une nature vendue au prix du vendeur. Privatisé pour mieux régner. Privatisé pour mieux régner. Question existentielle, prôner l'artificiel, des conditions de vie, high technology, pour une vie meilleure, se faire cloner crooner, ou pour une vie future, laisser faire la nature. La chèvre araignée, 1, 2, 3, 4. Die Spinne,
Merci. Grave. C'était Aude Boutard à la contrebasse. Émilie Cadu à l'accordéon, au chant et aux compositions. J'allais parler avant la petite virgule. On a accueilli tout à l'heure Émilie, qui était spécialiste dans l'épuisement et qui accompagnait des femmes en burn-out. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous avez déjà ressenti des symptômes du burn-out ? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a fait un burn-out ? Et en fait, je sais pas trop je sais pas trop comment identifier clairement les situations de burn-out, mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, il y a plein de choses qui s'accumulent, plein d'enjeux qui s'accumulent, et que c'est quand même pas tout le temps facile à gérer. Je sais pas si ça fait référence au burn-out. Enfin, je sais pas comment dire, si vous, les auditeurs, vous êtes retrouvés dans une situation que vous pensez absolument inextricable, qui est sans fin, qui ne s'arrête jamais, avec toujours beaucoup plus d'enjeux. Voilà, des fois j'ai l'impression de vivre ça. Est-ce que c'est du burn-out ? J'ai l'impression des fois d'être épuisée, mais est-ce que voilà. Oui, c'est pareil. En fait, des fois, tous les symptômes qu'elle a dit, je me suis dit, mais c'est moi. et en fait, on sait pas trop. Enfin, c'est difficile de savoir est-ce que c'est un burn-out ou est-ce que c'est une fatigue qui va passer. D'où peut-être l'importance de pouvoir se rapprocher de professionnels aussi comme elle. Mais je pense que ça rejoint aussi un peu la charge mentale dont on parlait hier. Et je pense qu'on est très très nombreux à être impactés par tout ça. Et peut-être que ça commence par là, je pense, la charge mentale, avant d'en arriver au burn-out. Et ça peut peut-être être les signes précurseurs, du coup, et de se dire que, oula, il y a grosse fatigue, gros truc, on n'en est pas encore, du coup, au burn-out. Mais c'est peut-être des signes que là, il faut prendre le temps, justement, comme elle disait, je pense même 5 minutes pour nous. Oui. Ça peut être important. Par contre, tu vois, je pensais que le sport pouvait être bénéfique dans ces cas-là. Oui, j'ai été assez étonnée, puisque pour le coup, les 2-3 fois où je suis allée courir ces 2-3 mois là derrière, j'ai ressenti une sensation, mais alors pépite de... Non mais c'est vrai, j'avais l'impression que ma tête s'était vidée, que je pensais à plus rien. C'était assez fou. C'est peut-être ça la différence avec le burn-out, en effet. C'est peut-être que nous, on est fatigués. Et à mon avis, le burn-out, c'est un état où faire du sport, ça rajoute un peu, peut-être une couche. Et ça dépend aussi peut-être de quel sport, je sais pas, parce que je me dis, la méditation, le yoga, ça peut être sympa, alors que courir, peut-être que ça en rajoute une couche, quoi. Et après, peut-être qu'effectivement, il faut accepter ce truc de charge mentale et accepter que non, c'est pas normal de avoir ça et ça et ça à gérer. Bon, c'est des exemples super parlants. Oui, comme mais ça. On peut donner l'exemple de ce qu'on fait nous aujourd'hui. Je pense que ça peut être intéressant de partager avec les auditeurs, parce que du coup, la matinale, ce qu'on vous prépare chaque matin en direct, ça demande, on se rend pas toujours compte, mais ça demande beaucoup de travail et de préparation d'écriture, notamment. Alors évidemment, toute l'équipe participe, même ceux que vous entendez pas, ils sont là. Il y a Aïda qui est journaliste, il y a Simon Mézières aussi, Antoine bien sûr, et puis d'autres stagiaires qui passent et qui viennent. Mais en fait, Yann bien sûr, mais qui est avec nous, vous l'entendez. Mais qui fout rien. Non, je t'ai pas dit parce que je sais que t'es avec nous et que tu participes. C'est pas le bon exemple du burn-out. Non, mais je rigole. Bien sûr que Yann est avec nous, mais voilà, maintenant je sais plus ce que je voulais dire. Merci Lola. Tout ça pour dire que même s'il y a des gens qui nous aident, à nous, ceux qui sommes là les matins, ça nous prend un temps fou. Oui, tout à fait. On a beau plusieurs. Oui, en fait, c'est ça que je voulais dire, c'est que on adore ce qu'on fait, c'est génial, mais pour autant, ça nous fait une charge mentale et une fatigue qui est énorme parce qu'on fait beaucoup d'heures, parce qu'on a envie que tout soit bien fait. Il y a des petits ratés des fois, mais on est quand même hyper satisfait. On a envie de faire, de participer, de partager avec vous, et donc ça nous demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et il faut que, hier, on a réussi à se dire hier après-midi. Ok, il faut que ce soit prêt pour demain. Résultat, on est quand même prêt, mais on a levé le pied, on a pris un peu de temps pour se reposer, parce qu'on sentait qu'on risquait d'arriver à un moment donné où, en fait, on risque de finir par se dégoûter aussi de notre travail, parce qu'on est trop dans le travail, acharné, trop de choses, et ça fait une surcharge qui est pas bonne. Donc il faut réussir, c'est pas évident, mais il faut réussir à se dire, ok, là, tant pis, je prends 5 minutes, 1 heure pour me poser, faire complètement autre chose. C'est jamais évident, parce que les discussions qu'on a, elles finissent toujours par revenir sur le travail, mais néanmoins, on a réussi à prendre un peu de recul sur tout ça, et donc temporiser, quoi. Surtout dans ce genre de métier où c'est jamais fini, parce qu'il y a des métiers où on rentre chez nous que c'est fini, et nous on est dans un métier d'information, donc c'est en continu, et c'est pour ça que c'est très important dans des métiers comme ça de prendre des vraies pauses et des fois de lever le pied, parce qu'on peut pas être partout et tout faire tout le temps, quoi. Complètement d'accord. Ouais, moi, pour avoir bossé dans le médico-social où j'accueillais des personnes en forte précarité qui habitaient à la rue et tout, des fois, tu entends des histoires de vie qui sont cassées.
des trucs un peu atroces, des abandons et j'en passe, quoi. Et du coup, on coupe jamais vraiment, quoi, parce que tu peux pas mettre ton boulot à la porte ou laisser le boulot à la porte quand tu rentres chez toi, quoi. Et moi aussi, du coup, j'ai vécu un espèce de burn-out un peu pro. Voilà, après 1 an d'arrêt maladie et tout, franchement, le truc hardcore, quoi. Ah ouais. Ouais. Et puis, il y a aussi l'affect, je pense, dans ton métier qui rentre en jeu. Ouais, alors du coup, moi je suis balance. Du coup, je suis né sous le signe de l'amour. Et je suis quelqu'un de très empathique. Et en fait, quand j'entends des trucs, en fait, ça me touche, ça me transperce, quoi. Et après, c'est pas facile de remonter. Après, je suis un peu poisson rouge aussi. Donc du coup, ça va, je fais un tour de bocal. C'est ton ascendant. Exactement. Bien vu. T'allais dire, je fais un tour de bocal. Je fais un tour de bocal et finalement, ça passe. Mais il y a quand même des choses qui restent en tête et qui sont et qui peuvent laisser des séquelles, quoi. Voilà. C'était pour raconter un peu ma life, quoi. Non, mais c'est très intéressant et... Voilà, c'est ce que je voulais voir si quelqu'un voulait rajouter quelque chose. En tout cas, ouais, je pense qu'il faut qu'on se préserve autant de nos métiers qui sont tout le temps en continu avec les informations qui ne s'arrêtent jamais, que du médico-social avec les sentiments qui sont vite à fleur de peau face aux destins de vie qui sont compliqués. Bon, en tout cas, ce qu'on veut vous dire, c'est vous n'êtes pas tout seul, prenez soin de vous et n'hésitez surtout pas à contacter des professionnels parce que c'est trop important et qu'il n'y a aucune honte, je pense vraiment, à avoir à se dire que là c'est trop et qu'on est fatigué et que le monde va pas s'arrêter de tourner si finalement aujourd'hui vous pouvez pas. Enfin, c'est la santé avant tout, vraiment. La météo, c'est tout de suite avec Lola. Alors, quel temps avons-nous aujourd'hui, même si je vois un peu de soleil percer? Et oui, il y a un petit peu de soleil qui perce, mais normalement, la pluie revient, malheureusement. Toute la journée, un petit peu, des averses, un peu de soleil, des averses, un peu de soleil, avec un petit vent de 15 km/h tout au long de la journée. Ce matin, les températures atteindront seulement 17 degrés et ça se rafraîchit dans l'après-midi jusqu'à 13 degrés en début de soirée. Donc, pensez à toujours avoir un manteau de pluie si vous sortez. Et normalement, notre ami le soleil revient demain. Alors Yann, je crois que tu nous avais préparé un petit jeu. Tout à fait. Attention, j'ai des questions pour vous. Ambiance, j'espère que vous avez bien révisé vos IST et MST. Waouh, alors j'espère aussi. Wow. On est prête ou pas? Je suis prête. Allez. Alors, première question. Selon vous, que veut dire l'acronyme VIH? Virus immuno... VIH. Ah là là. Virus. Je sais plus. Voilà. Je sais plus. Du coup, merci. Je vais vous donner la réponse alors. Ok. Virus immunodéficient humain. Alors, il s'agit d'un virus qui, lorsque l'on est contaminé, attaque les cellules du système immunitaire humain en les détruisant ou en altérant les fonctions. Wow. Ok, est-ce que vous êtes chaud? On continue? Allez. Le jeu dans la douleur. Vas-y. Ouais, c'est pas trop un jeu finalement. Que veut dire l'acronyme SIDA? Alors là, je sais pas du tout. Syndrome immuno... J'ai pas la suite. Je sais pas. Ah, déficient. Acquise. Ah. Exactement. À plusieurs, on y arrive. C'est toujours mieux à plusieurs. Enfin, c'est toujours meilleur à plusieurs de toute façon. Du coup, cet acronyme, qui veut dire syndrome, c'est un ensemble de signes qui caractérisent une maladie. Immunodéficience, ce sont les défenses de l'organisme qui sont affaiblies, et acquises, qui sont rencontrées au cours de la vie. Troisième question, si vous me le permettez, quelle est, s'il y en a une, la différence entre le VIH et le SIDA? Ah, bonne question. Ah ouais. Ok. Pour moi, je croyais que c'était la même chose déjà. Enfin, que c'était la même chose. Je dis peut-être une énorme bêtise. Est-ce que c'est le VIH qui donne le sida? Je dis des bêtises? Absolument pas. T'as raison. Wow. Okay. Du coup, le VIH est le virus responsable du sida, étant du coup le stade ultime de la maladie en absence de traitement pour contrer le virus. Le VIH, ou HIV en anglais, se transmet par voie sexuelle, sanguine et de la mère à l'enfant. Il s'attaque aux cellules
système immunitaire, les lymphocytes T4 ou encore les CD4 et les détruit progressivement. Alors, ça veut dire que quand on dit qu'on a le VIH, c'est qu'on n'est pas traité, c'est ça? On n'est pas sous traitement? En fait, quand on est séropositif par le VIH, ça veut dire qu'on est contaminé. Ça ne veut pas dire que on a le VIH même si on est traité, même si on a un traitement qui sont la trithérapie par exemple, qui permet de contrôler la maladie. En fait, le stade SIDA, c'est vraiment s'il n'y a pas de traitement. C'est ça le stade. Si tu as le SIDA, en général, c'est plutôt mal barré, quoi. Dans le sens où alors il faut un traitement rapide, quoi. Il faut surtout avoir accès, quoi. Surtout, par exemple, dans les pays d'Afrique, où l'accès est beaucoup moindre, le virus du VIH et du SIDA est bien plus énorme en termes de pourcentage de population, quoi. Ok. Bon, si on voulait s'amuser pendant ce petit jeu, c'est informatif au moins, je trouve. Oui, c'est un jeu préventif, on aurait dû dire ça. Voilà, jeu préventif. Totalement, ouais. Voilà. Ok. Next question. Ok. Quels sont les différents modes de transmission du VIH, selon vous? Ah ben, tu l'as dit, non? Oui, rapport sexuel non protégé. Ouais, ok. De la mère à l'enfant. Et le lien avec le sang. Ah oui, tu l'as dit. Oui, tu l'as dit. Ok. Next question. C'était pour voir si on avait bien écouté, je pense. Eh ben, je vois que vous êtes hoche, ça fait plaisir. Vrai ou faux, je peux attraper le VIH en embrassant un ou une partenaire? Non. Ben non, du coup. Ok. Bon, je vois que quand même, vous avez suivi vos cours de sexualité à l'école. Un petit peu. C'est surtout que j'enroule des pelles, donc j'espère que... L'enfer. Dernière question, non, c'est pas vrai en fait, mais autre question si vous voulez. Qu'est-ce qu'on appelle le traitement d'urgence post-exposition ou le TPE, qui n'est pas pour avoir la carte bancaire? Oui, okay. Évidemment. Alors moi, personnellement, je ne sais pas. J'en sais rien du tout. Ok. Du coup, le traitement post-exposition est un traitement donné en urgence après un risque de transmission du VIH. Il empêche le virus de s'installer dans l'organisme et permet de rester séronégatif, ce qui est quand même une sacrée bonne nouvelle. Du coup, le TPE est disponible dans les associations, par exemple dans les Cégides, ou alors, qu'est-ce qu'un Cégide? C'est un centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic des infections. Il n'y a pas besoin d'autorisation parentale. Et c'est confidentiel, donc du coup il n'y a pas de, c'est open, quoi. Les gens ils sont vraiment sympas. Ça parle anonymat. Ouais, je sais pas pourquoi je veux toujours rajouter anonymité. Je vais pas vous presser, mais il faudrait qu'on passe à la dernière question. Ok. Quels sont les différents outils permettant de se prémunir d'une contamination au VIH? Le préservatif. Ok. Déjà. Interne, externe. Ouais, bien ouais. Ok. Nous avons aussi... est-ce que vous êtes chaud à répondre? Vous avez dans votre tête, non? Okay. Vas-y. Alors, il y a aussi le dépistage, qui, par prélèvement sanguin, du coup dans un Cégide par exemple, ou alors à l'hôpital. Nous avons aussi le test rapide orientation diagnostique, les TROD. C'est une petite piqûre qu'on fait sur le bout du doigt. Tu as le résultat en 15 minutes. Moi, j'ai été habilité à l'époque où je travaillais là-dedans. Ça peut se faire tous les 3 mois si vous êtes des petits coquinous avec plein de partenaires sexuels différents. Ok. Et aussi, nous avons du coup le traitement post-exposition. Et du coup, ça c'est ce que j'en ai parlé il y a 2 minutes. Et après, il y a le traitement comme prévention qui, si on est contaminé et qu'on est traité avec une bonne observance, ça veut dire être sérieux dans son traitement, on peut ne plus être contaminant. Donc du coup, on a le VIH, mais on n'est plus contaminant et avoir une vie normale ou quasiment normale. Voilà. Et merci beaucoup pour cette belle prévention. On finit cette matinale, c'est bientôt la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir suivi cette matinale. Et on se quitte en musique avec Rebecca Warrior, sous son vrai nom Julia Lanoé, en compagnie de Carla Pallone et Mansfield. C'est une chanson douce et une belle petite. Et belle. C'est une belle petite chanson en tout cas. Bon, en tout cas, on vous souhaite une très chouette matinée sur RLP. Oui, et ça s'appelle Petite Italie.